Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Shein, Temu ou Pretty Little Things, vous avez peut-être déjà acheté pour vous ou vos enfants ces marques qui sont aujourd'hui l'exemple de ce qu'on nomme la fast fashion. Une proposition de loi a été adoptée pour lutter contre ces alternatives très peu chères mais aux graves conséquences sociales, économiques et environnementales. On en parle dans la question du jour avec nos invités. Le salon Lipsco, un salon de la liberté scolaire, a lieu chaque année depuis 2019 et on en parle avec sa directrice de communication qui sera avec nous sur ce plateau en seconde partie d'émission. Dans sa chronique Vue à l'étranger, Loïc Landreau nous emmène en Italie où un vaste programme tente de briser le cercle infernal des familles mafieuses. Loïc que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. On commence avec cette fusillade en Finlande. Un enfant de 12 ans a ouvert le feu dans son école ce matin. Il a tué un de ses camarades et grièvement blessé deux autres dans son établissement situé dans la banlieue d'Helsinki avant d'être arrêté. Le suspect n'a aucun casier judiciaire et rien pour l'instant ne laisse penser qu'il s'agit d'un acte prémédité. La Finlande est régulièrement endeuillée par ce type d'attaque depuis les années 2000. Les observateurs pointent des problèmes de santé mentale comme raison principale derrière ce fléau. Retour en France avec une journée marquée par une nouvelle grève, modestement suivie selon les chiffres du ministère. La contestation concerne toujours la mise en place des groupes de niveau, mais aussi le manque de moyens pour l'école publique. De nombreuses manifestations ont eu lieu partout en France, mais la mobilisation, vous l'avez dit, n'a effectivement pas été massive. 4,73% de grévistes dans les écoles, près de 15% dans les collèges et un peu plus de 6% dans les lycées. Alors dans ce contexte, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, était au micro d'RMC ce matin. Que doit-on retenir, Loïc, de cet entretien ? Alors, elle est notamment revenue sur les récentes attaques numériques qui ont visé les ENT de 400 établissements récemment. Les messageries sont toujours suspendues le temps d'une large maintenance de sécurité et elles seront toutes remises à disposition des élèves après les vacances de printemps. Et puis, elle a été interrogée sur la responsabilité de l'État dans la mort de Samuel Paty. Vous savez que sa sœur, Michaëlle, a lancé plusieurs actions pour faire reconnaître l'inaction de l'administration à tous les niveaux au moment des menaces de mort qui visaient l'enseignant. Eh bien, écoutez la réponse de Nicole Belloubet. Alors, si vous voulez, il y a sans doute des choses qui auraient pu être mieux faites. Pour autant, je ne suis pas certaine que l'on puisse dire que l'État a une part de responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty. Mais cet assassinat terroriste qui a beaucoup marqué a été un électrochoc pour l'État. Cela nous a conduit à avoir la fermeté dont je témoigne ici et dont mes prédécesseurs ont également témoigné, à remettre en place des procédures de sécurité auprès de nos équipes éducatives. Je réponds qu'il est mort d'un assassinat terroriste et que, certes, je le redis devant vous, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Mais il me semble difficile de considérer que l'État a une part de responsabilité dans cet assassinat terroriste. La laïcité à l'école était au cœur de cet entretien avec l'annonce de Nicole Belloubet il y a quelques jours d'une force mobile scolaire nationale en cas de problème de sécurité dans les établissements et elle a détaillé ce dispositif. Il y a également d'autres types d'atteintes qui peuvent être matérielles, qui peuvent être physiques. Et dans un établissement en crise, pour une raison ou pour une autre, il est important que nous puissions dépêcher des personnels qui, aux côtés des chefs d'établissement, aux côtés des équipes enseignantes, soient là pour rétablir le plus tôt possible le calme et la sécurité. Alors, il y a des équipes académiques qui font cela, mais j'ai souhaité créer une force nationale, scolaire, mobile, que nous pourrions dépêcher dans tel établissement très rapidement pour l'aider à rétablir le calme. Sachant qu'il y a déjà des réserves, effectivement, ce qu'on appelle les réserves, les brigades de réserve qui sont très rarement appelées en vrai. Elles sont appelées, encore une fois, pour venir pendant un temps limité apporter du calme et de la sécurité. Je crois que c'est important qu'on puisse dire aux chefs d'établissement, aux équipes éducatives, vous nous appelez, on est là. La ministre est également revenue sur différentes polémiques autour de sorties scolaires facultatives. En fait, plusieurs enseignants ont récemment dénoncé des difficultés à proposer des visites dans certains musées quand il y a par exemple des statues de femmes nues qui y sont exposées. Il faut expliquer que la diversité de la création artistique passe par différents stades. Et il ne doit pas y avoir de pudeur fondée sur la religion qui s'exprimerait dans le cadre de l'école. Nous sommes dans un moment de vigilance.
On l'a été au moment des affaires en 89, au moment des affaires dites du voile. De Creil. On est dans un moment où il faut être vigilant et où il faut être ferme. Parce que, je le redis, c'est la condition de notre vie en commun qui s'expose là et qui s'exprime là. On ne peut pas transiger, pardonnez-moi si je me répète. C'était Nicole Belloubet au micro d'RMC. Alors, laïcité toujours, cette fois avec l'avocat de la famille de Dominique Bernard, l'enseignant assassiné à Arras en octobre dernier. Il était hier dans les studios d'RTL, notamment pour réagir sur l'affaire du lycée Maurice Ravel. Vous savez, on vous en parle régulièrement sur ce plateau. C'est ce proviseur qui a dû quitter ses fonctions pour raison de sécurité après avoir demandé à 3 élèves d'enlever leur voile au sein de l'établissement. Eh bien, pour Richard Malka, il ne faut plus se taire et faire des vagues. C'est être intraitable, inflexible à l'égard de toute atteinte aux valeurs républicaines dans l'enseignement public des élèves et des parents d'élèves. Et il faut qu'il y ait des sanctions extrêmement dures. Il y a des chartes éventuellement de la laïcité à faire signer aux parents d'élèves. C'est une mesure préconisée par le Sénat. Et ça existe dans certains établissements. Évidemment. Le 6 mars dernier, 38 mesures préconisées par le Sénat dans un rapport après l'assassinat de Samuel Paty. J'ai pas l'impression qu'on y ait porté beaucoup d'intérêt du côté de l'éducation nationale. Il y a ne plus donner 1 euro de subvention publique à toute association, à tout établissement d'enseignement, même les plus prestigieux, dont certains organisent la journée du hijab. On est chez les fous. On pourrait faire une journée pour l'excision ou une journée pour l'esclavage des femmes. Il y a à ne plus nommer un président d'université, un recteur d'académie qui n'ait pas pour mission première de promouvoir la raison et l'universalisme. Et dans l'actualité également aujourd'hui, ce rapport sur le financement des écoles privées qui met le feu aux poudres. 2 députés, un LFI et un Renaissance ont enquêté sur la part des dépenses publiques dans le financement des établissements privés et ils dénoncent une totale opacité sur le sujet. Alors on sait que 13,8 milliards d'euros sont consacrés à l'enseignement privé, par exemple en 2022, pour 10,4 milliards d'argent public. Mais selon Paul Vanier, co-rapporteur ce matin sur France Info, eh bien, il y a beaucoup de dépenses qui ne sont pas prises en compte. Je pourrais faire le détail, mais c'est des centaines et des centaines de millions d'euros qui ne sont pas intégrés dans le calcul. Et puis ce système de financement, il est globalement hors de contrôle. Le contrôle financier des établissements, qui est en principe prévu par le Code de l'éducation, eh bien, il n'est pas assuré. Il faudrait aujourd'hui 1500 ans pour que tous les établissements privés sous contrat soient audités et qu'on puisse tracer l'usage des fonds publics pour voir s'il correspond véritablement à ce qui est prévu par les textes. Et pendant ce temps, l'autre co-rapporteur, Christopher Weisberg, député Renaissance, était lui sur RMC. Écoutez-le. Il faut aussi que le privé se plie à davantage de contrôle, qu'on sache pourquoi ils dépensent. Quand ils font des erreurs, quand ils font des fautes, il faut que l'État puisse reprendre la main. Globalement, ce sont des acteurs qui se comportent bien, qui ont une mission de service public et qui l'appliquent. Mais parfois, on va apercevoir soit des exceptions, je dirais, à la règle qui est établie par la loi Debré. Par exemple, des cours de catéchèse qui pourraient être donnés sur l'argent qui est donné public. Alors, ça, par exemple, c'est pas accepté par la loi. Un rapport qui recommande par exemple de sanctionner les établissements privés qui abusent des non-réinscriptions pour se débarrasser entre guillemets des élèves les moins performants. Ce rapport propose aussi de donner au recteur un droit de regard sur ce procédé précis pour éviter qu'il ne soit généralisé, entre autres propositions dont nous reparlerons bien sûr bientôt sur ce plateau. Merci Loïc pour ces infos et on vous retrouve tout à l'heure pour la chronique pour évoquer ce programme qui permet de mettre à l'abri les enfants de mafieux en Italie, un dispositif qui vient de s'étendre à plusieurs régions. Merci. Il y a bientôt 11 ans, le Rana Plaza s'effondrait au Bangladesh. Dans cette usine textile de 8 étages étaient produits des tonnes de vêtements dits de fast fashion, tuant dans son effondrement 1138 ouvriers et mettant en lumière le drame de la production de cette mode rapide et pas chère. Alors que les jeunes sont confrontés à la consommation de fast fashion dès le plus jeune âge, une proposition de loi a récemment été adoptée à l'Assemblée nationale afin de lutter contre ce fléau dont on va vous parler maintenant avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Huguette Tiénia, bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance du Lot. Merci d'être sur le plateau de School TV. Et Yann Rivaud-Alain, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aussi. Vous êtes président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Alors, si je vous dis des marques, alors si je le dis bien, attention, hein, Shein, Temu ou Pretty Little Things, j'imagine que ce sont des marques que vous connaissez, ou en tout cas, vous avez entendu parler de ces marques. Ces marques sont dites, si je ne me trompe pas, des marques de fast fashion. Est-ce qu'on peut déjà définir ce que veut dire la fast fashion, Yann Rivaud-Alain ? Alors, je pense qu'on peut le définir assez simplement. Il y a 3 niveaux de fast fashion. Il y a un premier niveau qui était celui des marques françaises qui ont inventé une marque plus rapide, qui se faisait à peu près tous les 6 mois. Après, il y a Zara qui est arrivé, qui a fait une nouvelle collection tous les 3 semaines. Et il y a Shein qui est arrivé pour faire une collection tous les 3 jours. Et la différence se fait aussi dans le nombre de produits, où une marque française fait à peu près 1000 références tous les 6 mois. Zara faisait 500 références toutes les semaines. Et Shein fait 8000 références tous les jours. Donc on est dans une accélération folle, à la fois du nombre de références et surtout de la fréquence de fabrication de chacun des produits. On peut mettre dans le lot aussi des marques comme H&M, maintenant je peux les dire parce qu'on a cité plusieurs marques, donc on peut se permettre, mais ça veut dire que Zara est toujours considérée aujourd'hui comme de la fast fashion au même titre que Shein ? Ah, pas du tout. C'est-à-dire Zara est resté à 500 produits par semaine, et ça depuis maintenant des années. C'est la même chose pour H&M. Alors que Shein l'a doublé sur la droite en faisant 30 fois plus de produits que Zara ne le faisait depuis maintenant près de 20 ans. Donc c'est là où on parle effectivement de fast fashion. C'est là où on dit souvent ultra fast fashion plutôt que fast fashion pour des géants comme Shein ou encore Temu. En l'espace de 2 décennies, le prix moyen, je cite, des vêtements a diminué de 30%. En parallèle, les quantités achetées ont doublé. On parle de 3,3 milliards de vêtements mis sur le marché chaque année. 1 milliard de plus qu'il y a 10 ans, a déclaré Anne-Cécile Violent, qui est à l'origine donc, de cette loi qui est passée, on va en parler dans quelques minutes. La fast fashion s'était excessivement développée depuis ces dernières années, ou l'ultra fast fashion dont vous parlez justement. Pourquoi expliquer ça ? À quoi c'est dû, s'il vous plaît, Huguette Kenya ? Alors, la mode telle qu'on connaît depuis des années a effectivement beaucoup évolué. Aujourd'hui, on est dans une situation où la consommation excessive des biens, on va dire, a pris le pas. Mais c'est aussi que ceux qui mettent les habits en marché, notamment ceux qui relèvent de l'ultra fast fashion, font ces productions sans respecter, par exemple, les engagements liés aux droits de l'homme. Donc, ça veut dire que la production a un coût moindre, mais c'est aussi que le respect des règles écologiques n'existe pas. Et dans les relations commerciales, on voit bien sûr le marché français comme européen envahi par ces nouvelles productions. Et la question qui se pose aujourd'hui aux législateurs, c'est comment arriver à réguler ça pour préserver nos savoir-faire, pour préserver aussi nos enfants, mais préserver vraiment le made in France que nos parents ont connu et qu'on a besoin aussi que ceux qui produisent en France en respectant la législation française et européenne puissent aussi trouver gain de cause de cette production et qu'ils ne soient pas concurrencés par des productions qui ne respectent pas nos valeurs. Oui, on va parler bien sûr de ces conséquences de cette ultra fast fashion, mais j'aimerais comprendre comment on est arrivé là. C'est-à-dire que, est-ce que c'est dû au Covid ? Est-ce que c'est l'inflation qui fait ça ? Est-ce que c'est un mouvement aussi tout simplement qui est un mouvement de consommation complètement différent ? C'est un premier facteur qui est l'intelligence artificielle. Quand on regarde comment fonctionne Shein, c'est 8000 nouveaux produits par jour. Faire 8000 nouveaux produits par jour, aucun être humain n'est capable de faire ça. Donc c'est une intelligence artificielle qui prend toutes les données, tous les comptes Instagram, tous les sites internet de toutes les marques dans le monde et qui récupère toutes ces données pour réinventer 8000 nouveaux produits par jour. Attendez, ça veut dire qu'il y a un tracker en fait ? Vous êtes traqué sur Internet en fonction de ce que vous regardez ? Ce que vous dépensez ? Alors, ça, c'est aussi la deuxième phase de Shein. C'est-à-dire, en fait, il y a 2 phases. La première phase de quels sont les 8000 nouveaux produits que je vais inventer tous les jours. Okay. Donc, pour trouver 8000 nouveaux produits, se dire, par exemple, il y a cette robe qui est vue. Si vous avez fait une photo de vos vacances, par exemple, avec cette robe, Shein va voir la photo de vacances s'ils ont décidé de suivre votre compte. En même temps, ils vont suivre le compte de Zara, ils vont suivre le compte d'H&M, ils vont suivre le compte de milliers de marques. Et tous les jours, ils récupèrent la donnée. Cette donnée, il y a des ordinateurs qui l'analysent pour inventer 8000 nouveaux produits par jour. Quand vous allez sur ChatGPT, vous posez des questions, il y a un ChatGPT interne chez Shein qui invente ces 8000 nouveaux produits.
après, quand vous allez sur le site de Shein, vous naviguez sur le site, et en naviguant sur le site, eh bien, Shein va se dire « Ah ça, ce produit plaît, je vais le fabriquer plus. Ah ça, ce produit il est acheté, je vais le fabriquer encore plus. » Et immédiatement, il part en production ? Il est immédiatement mis en production, et là aussi, comme ils sont très bien organisés, là aussi, grâce à l'intelligence artificielle, ils fabriquent en 3 jours. Alors, ils fabriquent en 3 jours avec 2 conditions. L'extrême informatisation, donc ça, c'est très positif, on ne peut pas leur reprocher. Ce qu'on peut reprocher, c'est justement ce que disait Madame la députée, c'était qu'ils exploitent les personnes pour le faire. Ben oui, parce qu'on imagine effectivement la capacité de travail qui doit être engrangée pour pouvoir fabriquer en 3 jours. Alors, c'est des conditions déplorables. Alors, c'est et des conditions déplorables, mais c'est aussi des produits déplorables. Parce que la base, c'est que pour faire aussi rapidement, c'est des produits qui sont mal conçus et c'est surtout des produits en plastique. Parce que pour avoir du tissu de qualité, c'est impossible aussi de le faire dans ces délais. Donc, la majorité des produits chez Shein, c'est du polyester. Donc on a une base d'intelligence artificielle pour fabriquer les produits, d'intelligence artificielle pour analyser nos ventes, d'intelligence artificielle pour bosser avec les influenceurs. Il y a près de 100 millions de vidéos qui ont été faites par des influenceurs. Il y a plus de 5 milliards de vues sur TikTok, par exemple, pour voir des vidéos de Shein. Donc on voit que Shein, c'est un développement d'une société depuis maintenant 10 ans qui s'est faite grâce à l'informatique. Et puis évidemment, il y a 2 vecteurs. Vous avez parlé du Covid. Ça a permis d'accélérer aussi la digitalisation parce qu'on a acheté beaucoup plus sur Internet. Ça s'est contribué avec le développement de TikTok, parce que TikTok a été un vecteur de développement démentiel pour Shein. Et enfin, il s'est rajouté l'inflation, où évidemment, tous les consommateurs, tous les citoyens font attention à leur portefeuille. Et quand on voit n'importe quel produit, n'importe quelle robe qui va être à 5-10 euros, évidemment, on jette dessus. Alors parlons justement. On va parler de tous ces points précisément. On va en parler bien sûr du prix, parce que la première raison, on l'imagine, enfin en tout cas j'aimerais avoir votre avis sur cette question, Huguette Chiagna, c'est que est-ce que c'est le prix qui défie toute concurrence, évidemment, hein. Je le redis, un bikini à 7 €, une robe à 4,50 €, un croc-top à 2,80 €, 72 € pour 13 articles. Ce modèle de shopping addictif, finalement, est-ce que c'est ça qui fait que les clients se sont jetés dessus ? Le prix est attrayant, mais le design aussi. La difficulté pour le consommateur, c'est que c'est l'après. Une fois qu'il a acheté moins cher, il y a le coût d'entretien qu'il ne prend pas en compte. Il y a aussi le fait que, comme M. Rivoalan l'a dit, c'est que c'est la publicité qui pousse le consommateur à vouloir être un peu comme le star du jour et surtout les influenceurs. Donc, la question du prix liée au fait qu'il n'y a pas de magasin physique, ce sont des plateformes en ligne, donc facilité d'achat pour la jeunesse. Et derrière, pour eux, même s'ils vendent l'unité à un prix dérisoire, le fait qu'ils en produisent des millions et des millions par jour, donc 8 millions on a dit, ça leur revient à un coût de revient qui défie aussi, un coût de... ce qui revient aux producteurs est tellement énorme qu'ils ne perdent pas. Alors, et ce que nous devons nous expliquer à nos concitoyens qui regardent le prix d'achat faible, c'est derrière la récurrence d'achat. Aujourd'hui, on sait que les citoyens sont passés de 39 vêtements par an à 48. Donc, ça fait que tout ça, quand on analyse le coût de revient sur le cycle de la vie, on est perdant. Bien sûr. Alors, vous parliez de la qualité à l'instant. Effectivement, c'est un point majeur aussi. Enfin, il n'y a pas que celui-ci, mais c'est un point important que vous relevez. Que les vêtements achetés peu chers sont aussi des vêtements de qualité. Et donc, finalement, l'argument qui dit que le pouvoir d'achat, on n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir acheter, finalement, on dépense autant en rachetant plus souvent. C'est ça. On dépense autant en rachetant le plus souvent. Et derrière, on ne peut pas vraiment le recycler. Et ce sont des habits qui se retrouvent sur des plages africaine, par exemple. Donc, l'empreinte écologique de nos jeunes aujourd'hui, qui sont quand même engagés sur le sujet de l'écologie, elle est nulle derrière. Parlons de l'empreinte écologique, justement, parce qu'on ne se rend pas compte, cette loi est arrivée aussi pour cette raison-là en priorité, pour limiter l'impact écologique de la fast fashion ou de l'ultra fast fashion. Comment on peut expliquer, vous pouvez nous expliquer en quoi c'est mauvais, quel est le pourcentage? J'ai un chiffre, je vois 10% des gaz à effet de serre viennent de l'industrie textile, mais pas toutes les industries textiles. Alors, en soi, c'est la fabrication qui consomme beaucoup. La fabrication, c'est 70% de la pollution. Et on va consommer autant de pollution quand on va faire un vêtement à 5 € que quand on va faire un vêtement à 50 €.
Mais la capacité, pardon, de parler de polyester il y a quelques minutes, j'imagine qu'un vêtement dit de qualité aura moins de produits chimiques et de... Alors oui, tout à fait. Il y a un côté qui va être moins toxique, parce qu'évidemment, quand c'est fait dans des bonnes conditions, il n'y aura pas la toxicité. Le vrai sujet de la toxicité, il est avant tout sur nous. C'est-à-dire les produits qu'on va trouver dans un certain nombre de produits peuvent être toxiques, justement, sur chacune des personnes. Et j'invite toutes les personnes qui consomment encore sur ce type de plateforme, dès qu'ils reçoivent leurs produits, lavez-les tout de suite. Si vous les portez, vous allez avoir beaucoup de polluants directement sur la peau. D'accord. Et le polluant extérieur, donc les gaz à effet de serre, enfin l'empreinte carbone dont on vous parliez, c'est pas le cas En fait, le vrai coût de fabrication, c'est l'énergie qu'on va mettre derrière. Donc l'énergie pour fabriquer le tissu, l'énergie qu'on va faire pour fabriquer le vêtement. Et ça, c'est 70% de la population. Vêtements par vêtement, c'est pas beaucoup. Mais quand on achète en effet 48 vêtements par an, là, ça devient énorme. Et comme on peut difficilement recycler ces produits, parce que là, toutes les chaînes de recyclage qu'on va avoir, par exemple sur le polyester, n'existent quasiment pas avec des produits comme Shein, tout ça finit, comme le disait Madame la députée, tout de suite finit sur les plages du Ghana. Et donc là, on a une pollution qui est horrible, parce qu'on va avoir des plages avec des mètres et des mètres de pollution de vêtements. C'est une abomination. Une abomination, effectivement, on a vu ces images, c'est terrible. On voit aussi ces enfants qui jouent avec, ces gens qui se précipitent aussi pour tout simplement s'habiller. Donc on voit bien qu'on est dans une destruction massive où finalement la pauvreté t'amène encore plus dans la pauvreté. C'est un cercle vicieux et permanent. C'est un cercle vicieux, c'est pour ça que c'était important pour nous, les parlementaires, à l'initiative de notre collègue Anne-Cécile Violent, de faire cette loi. C'est une base fondamentale pour la France, mais nous espérons aussi qu'elle sera appliquée et qu'au niveau européen, on pourra s'emparer du sujet. On a introduit dans cette loi, justement, la question du pollueur-payeur. Ça veut dire qu'il faut aussi taper le porte-monnaie de ceux qui mettent en vente des millions de vêtements par jour. Et on a aussi fait en sorte que la question de la sensibilisation, de la publicité et notamment les influenceurs dont vous avez évoqué, qu'il faut aussi les sanctionner eux, parce que c'est aussi grâce à eux que cette mode, elle apparaît, elle est plébiscitée au niveau des jeunes. Le dernier sujet, c'est aussi l'empreinte écologique, donc l'éco-score. On l'a dit, il y a des particules dangereuses dans ces vêtements, parce que comme on le sait, pour vendre moins cher, il faut produire à bas coût. Dans le cas de Shein et Temu. Et cette partie-là permet aussi de mettre un bonus-malus pour encourager ceux qui font la mode durable. On peut saluer aussi la production française qui, depuis des années, s'est développée et qui permet de mettre sur les marchés des habits qui respectent la nature, qui sont recyclables, qu'on peut retrouver dans nos magasins. Et le Parlement a vraiment voulu aussi sauver nos commerces en ruralité, comme dans les Lot ou dans d'autres pays, où on voit que d'année en année, les commerces ferment et qu'on perd en savoir-faire. Donc, pardon, mais vous parliez d'éco-score pour bien comprendre. Je vois que le Parisien parle d'éco-balise, une nouvelle étiquette pour calculer l'impact environnemental sur nos vêtements. Est-ce que c'est bien ça? On parle de la même chose ou pas? C'est à peu près ça. Et c'est quelque chose qui va être mis en place avec le ministère de la Transition écologique. Je pense qu'il y aura un travail suite au vote de la loi qui permettra de choisir la bonne façon de faire avec les acteurs aussi, pour être sûr que la mesure elle est bien appliquée. C'est à peu près comme le Nutri-Score, c'est ça, dans l'alimentation? On pourrait imaginer de A à D ou E, enfin j'en sais rien, sur la qualité du vêtement? Alors c'est dans l'esprit assez similaire. Parce qu'on va mesurer comment un produit est plutôt bon en fait, dans son utilisation ou au contraire plutôt mauvais pour l'environnement. La différence, c'est que pour un produit alimentaire, c'est presque simple. Lipides, glucides, protéines, sel, etc. Le nombre d'indicateurs est en fin de compte assez bien situé. Là, dans la mode, c'est plus compliqué. Quelle est la part émotionnelle d'un produit? Je vais avoir par exemple une chemise blanche, je vais la porter beaucoup. De l'autre côté, je vais avoir un produit que je vais assez peu porter, mais peut-être que je vais le donner à mes enfants. Donc il y a beaucoup de critères qui sont pris, à la fois dans les matières, à la fois dans l'utilisation, à la fois dans le coût énergétique pour la fabrication. Et on est en train de prendre tous ces critères pour construire une méthode où tous les acteurs aussi vont être d'accord sur la note finale qui va être donnée. Pardon, mais je n'ai pas compris l'impact du sentiment par rapport à l'étiquette en question. On n'est pas dans une... Excusez-moi, je pose la question, c'est un peu bête. Mais... Non, mais c'est normal que vous ayez du mal à comprendre. D'accord, parce que c'est justement quelque chose qui est difficile à mesurer. C'est-à-dire,
Vous avez peut-être une robe qui vous a été donnée, par exemple, par une personne de votre famille. Et c'est une très vieille robe qui a une puissance émotionnelle qui est très importante. On peut prendre, par exemple, une robe de mariage. Je l'entends parfaitement, bien sûr. Mais quel rapport avec Elle n'a été portée qu'une fois. Le point écologique, le point qualitatif du vêtement en question, sur l'aspect tissu, je parle, sur la production même. Quand on va acheter un vêtement, le but, c'est de donner une note qui donnera la dimension écologique au nom du produit. Oui. Or, si c'est un produit qui émotionnellement a une importance très importante, on veut que la note soit plus basse pour pouvoir se dire j'ai acheté un produit qui émotionnellement est très fort et comme il est très fort, eh bien, il a un coût un peu moins faible pour l'environnement. Et à l'inverse, et c'est par exemple ce que je reprends dans une fringue de Chine, c'est quand j'ai acheté un produit en polyester, le coût énergétique était peut-être pas très important, mais si je prends le vêtement pour le jeter le lendemain, eh bien, en fait, il n'y a eu aucune émotion à le porter et il n'y a aucune envie de vouloir le garder. Et donc, on est en train de trouver, tous les acteurs de la filière, ce mix entre le coût de coton, le coût de la fabrication, le coût derrière de la qualité en fait, du produit. Et pour tout ça, avoir une vraie note. Et je vais donner un exemple inverse, qui est par exemple celui de la marque Royal Mer, où Royal Mer fait maintenant des pulls garantis à vie. Donc, on va un produit en maille qui a beaucoup de matière, de la matière très riche. Donc, en soi, comme c'est une matière très riche, on pourrait dire elle pollue beaucoup. Pas du tout. Parce que comme c'est un produit qui est garanti à vie, et si on le garde toute sa vie, le coût de pollution, à la fin, il est très faible. Et donc, c'est ce mix qui va nous permettre de donner des critères très objectifs aux consommateurs bientôt. Et alors, que répondre aux jeunes qui vont vous dire mais enfin, moi, j'ai envie de changer de look de temps en temps quand même. Je ne vais pas avoir le même look, la même tête, la même allure pendant 40 ans. Et il a raison, il a le droit, en fait, d'avoir changé de look tous les jours. C'est la base de la mode, justement, d'avoir envie de se faire plaisir. Et pour cela, la seconde main aussi est un endroit parfait. Il y a par exemple 1 million de produits Monoprix sur Vinted. Donc on peut avoir un choix qui est infini sur ce type de plateforme. Il y a des produits extraordinaires sur Vestiaire Collective. On peut retrouver sur Le Bon Coin aussi énormément de marques de mode. Donc on a plein de plateformes qui en plus se développent aussi au sein de chacune des marques. Si je vais par exemple sur le site de Bache, je vais retrouver, grâce à une technologie qui s'appelle Foam, la capacité de pouvoir retrouver beaucoup de produits Bache qui ont été en plus choisis par la marque pour pouvoir être encore mieux mis en avant. Donc il y a une espèce de seconde vie qui est en train de se mettre en place pour tous les produits. Et c'est aussi le but de la nouvelle mode, c'est de pouvoir avoir des produits qu'on va avoir envie de garder, qu'on va avoir envie de revendre, qu'on va avoir envie d'acheter d'occasion, de façon à avoir une empreinte carbone qui sera très faible. Avec des bonus-malus, donc aussi des entreprises vertueuses qu'on va mettre en avant et qu'on va féliciter, j'imagine, grâce à ce système-là. Juste un point, parce qu'on parlait effectivement à la fois de l'aspect écologique, de l'aspect de ces montagnes de vêtements qu'on retrouve sur des plages. Autre point qui est très important de la fast fashion, de l'ultra fast fashion, c'est aussi la question du travail des enfants qui se pose dans beaucoup de pays, notamment en Chine. Est-ce qu'on a des chiffres sur ce sujet, le travail des Ouïghours aussi? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet, Madame la députée? Alors, sur ces sujets-là, on a des retours des ONG qui mettent en avant effectivement le travail des Ouïghours, mais je pense que c'est quelque chose qui est connu. Sur le travail des enfants, ils ne sont pas interdits en Chine. Ce n'est pas la même réglementation que nous avons en France sur le sujet. On n'a pas des statistiques parce que lors des auditions, même en posant la question aux personnes concernées, comme Shane, ils essaient bien sûr de dire que non. Donc il n'y a pas vraiment de statistiques que je peux vous donner sur le sujet, mais on sait que c'est le cas. La vraie problématique, vous l'avez dit aussi, ce sont les réseaux sociaux. Et donc il s'agit au travers de cette loi, effectivement, d'avoir un effet, un impact sur la non-promotion de ces entreprises de fast fashion. Comment enseigner cette consommation, cette nouvelle consommation du vêtement aux jeunes? Comment faire pour pouvoir leur expliquer à quel point, effectivement, vous parlez de seconde main, de qualité précisément, c'est important. Des cours d'économie peut-être, dès le plus jeune âge? Mais oui, des cours d'économie, mais peut-être même les parents, l'exemple des parents. Les parents, dès le bas âge, c'est les parents qui achètent les habits pour les enfants. Si on les amène sur des vides-greniers ou dans des centres de recyclage de textiles, ils savent à peu près à quoi s'attendre demain. Mais je pense que le vrai défi aujourd'hui, c'est qu'à l'école, on puisse donner des cours de développement durable sur les questions liées à l'environnement, à nos jeunes. Mais c'est aussi l'apprentissage par la responsabilité. Vraiment faire en sorte que les jeunes soient associés à des journées sur l'écologie, dans le cadre de l'économie circulaire. On le fait sur plein de sujets, donc on peut le faire aussi sur les questions liées à la mode. Mais pour ça, je pense que monsieur Rivoalan a peut-être la réponse appropriée. Le point justement, et ça c'est un point de vigilance, c'est-à-dire un acheteur moyen chez Shein n'est pas jeune.
il a en moyenne 38 ans. Ah oui. Donc, c'est jeune, c'est très jeune. Je trouve ça en effet encore très jeune. Mais de ce côté-là, il y a une exemplarité qui doit se faire sur toutes les générations. Ce sont bien sûr les jeunes qui ont acheté en premier parce que dans tous les changements, ils sont aussi les premiers à pouvoir les prendre. Mais en fin de compte, quand tout le monde voulait avoir des prix les plus bas possibles, sans comprendre la catastrophe écologique et humanitaire que ça pouvait être, toutes les générations se sont mis à acheter. D'où l'importance de cette loi, parce que rappelons, Shein, c'est près de 100 millions de produits qui ont été achetés en France l'an dernier. C'est une société qui fait plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société qui a fait déjà 2 milliards de bénéfices. C'est 2 milliards de bénéfices à la fois en détruisant la planète et en exploitant les gens. Donc, je suis très heureux que cette loi ait été votée à l'Assemblée. Il y a encore maintenant la phase du Sénat, puis après la phase des décrets pour que ça puisse être mis en place. Parce qu'il faut absolument stopper cette gabegie qui est en train de détruire tout l'univers de la mode et évidemment aussi la planète. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau du Grand JT pour nous parler de cette fast fashion, de la mode, de l'ultra fast fashion aussi, et de comprendre à quel point c'est important sur l'impact social, écologique et humain, évidemment, de cette mode-là. Merci Huguette Thiénia d'avoir été avec nous, députée de Renaissance du Lot, ainsi que Yann Rivaud-Allan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. Je suis ravie d'accueillir dans le Grand JT Anne-Françoise de Saint-Albin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la communication de la Fondation pour l'école et aussi responsable de l'organisation du salon Lipsco pour la liberté scolaire qui aura lieu ce samedi, le 6 avril. Le salon Lipsco a été créé donc par la Fondation. Et en quoi c'est important de continuer à soutenir ces écoles dites indépendantes, libres ? Alors, les écoles libres, voilà. Alors effectivement, la mission de la Fondation pour l'école, c'est de soutenir et de promouvoir ces écoles libres hors contrat, mais aussi de faire rayonner la liberté scolaire. Et donc c'est à ce titre qu'on organise des événements tels que le salon. Et c'est important de laisser un espace de liberté aux acteurs de l'éducation. Et c'est vraiment le sens de cet événement qu'on a créé en 2019. Donc là, c'est la 4e édition. On s'est rendu compte qu'il n'existait pas d'événements qui rassemblait les acteurs de l'éducation un peu au-delà justement des clivages publics, privés, scolaires, périscolaires. Et donc on a voulu créer ce salon annuel grand public pour laisser aux acteurs de l'éducation la possibilité de se rencontrer dans un climat bienveillant, d'échange, avec des ateliers. Enfin, il y a tout un tas d'animations et c'est le sens de ce salon. Vous parlez de liberté, effectivement, pédagogique, de liberté scolaire en général. Ça veut dire qu'on va retrouver, j'imagine, les grands classiques des méthodes Montessori, Steiner et autres. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver comme proposition d'apprentissage qui soit différente de celle qu'on connaît ? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement un village des écoles dans lequel ce sera un peu la vitrine représentative du paysage des écoles libres aujourd'hui en France. Mais également des espaces dédiés aux professionnels de l'éducation, donc pour les professeurs du primaire, les professeurs du secondaire, pour les dirigeants et les créateurs d'écoles. Et ça ne s'adresse pas forcément que aux acteurs des écoles libres. Au contraire, l'idée, c'est de proposer quelque chose de différent. Donc, il va y avoir des ateliers dédiés aux professionnels de l'éducation, mais aussi aux parents d'élèves, pourquoi pas. Des ateliers comme la prévention du harcèlement, l'exigence et bienveillance au collège, la pédagogie de l'attention, tout un tas de choses. L'idée, c'est effectivement de permettre la rencontre, ça je l'ai dit, mais aussi de valoriser des méthodes pédagogiques, que ce soit des méthodes éprouvées, des méthodes un peu classiques qui ont déjà fait leurs preuves, mais aussi des méthodes innovantes. On a parlé de Montessori, qui est plus si innovant, mais justement, il y a je pense par exemple à un atelier sur les réflexes archaïques qui sont assez peu connus, qui permettent notamment une meilleure intégration des élèves qui ont des troubles des apprentissages. La pédagogie de l'attention, qui est aussi pas forcément très connue et qui est beaucoup utilisée dans les écoles libres. Il y a aussi évidemment des exposants, comme dans tous les salons, donc là qui proposent pas des ateliers, mais les visiteurs pourront découvrir sur le stand différentes associations, différentes start-up de l'EdTech, des jeux éducatifs pour améliorer la nutrition des élèves. Il y a beaucoup de choses, c'est très varié. Et je pense que beaucoup de monde pourront y trouver leur compte. Oui. C'est pas anodin l'utilisation de ce terme école libre, parce que mine de rien, vous sous-entendez que les autres écoles sont enfermées, les écoles en contrat. Donc première question, en quoi les autres écoles sont enfermées et dans quoi ? Et deuxième question, est-ce que vous n'avez pas peur tout simplement de heurter des enseignants peut-être qui nous regardent et qui disent « mais moi aussi je suis libre ». Vous voyez ?
Oui, alors écoutez, l'idée, c'est pas évidemment de heurter des gens. Il se trouve que les écoles libres que la Fondation pour l'école soutient sont effectivement libres de beaucoup de choses par rapport aux autres écoles, et c'est leur richesse évidemment, donc libres du programme, donc il y a un socle commun des compétences, je pense que vous le savez, mais elles sont libres du programme, libres du recrutement, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Voilà, donc effectivement, elles ont une plus grande liberté, et ce qui permet aussi une plus grande diversité justement pédagogique, une plus grande liberté, possibilité d'innovation, et puis ce sont des écoles souvent à de plus petits effectifs, de plus petite taille, donc ce qui permet forcément plus de souplesse. Je ne vous apprends pas que dans l'éducation nationale, c'est très gros, et donc les choses sont parfois difficiles, c'est plus difficile d'innover, et c'est dans ce sens-là que ces écoles sont plus libres. C'est peut-être aussi là que l'on peut retrouver des méthodes, donc, je le disais, un peu différentes et qu'on retrouve souvent dans d'autres pays, notamment les pays du Nord de l'Europe. Le sport est peu valorisé en France. Est-ce que c'est aussi à cet endroit, dans un salon tel que le Lipsco, qu'on va retrouver des écoles, des propositions qui seront différentes et qui mettront à l'honneur soit les arts, soit les sports de manière un peu plus prédominante au sein de la scolarité? Oui, alors effectivement, on a par exemple un atelier au salon sur la mise en place d'ateliers d'éveil musicaux dans les classes. Il y a aussi un exposant avec lequel nous on travaille, on organise des formations avec cet exposant sur ce qu'on appelle les méthodes d'éducation naturelle. Donc c'est apprendre aux enfants à se développer physiquement à travers différents mouvements, le saut, etc. Donc oui, effectivement, il y a des propositions différentes. Après, c'est un salon, c'est un petit salon qui débute aussi, c'est seulement notre 4e édition, mais il y a quelques propositions qui vont dans ce sens-là. L'inclusion, bien sûr, c'est aussi quelque chose de très important, évidemment, un thème qui revient souvent. On sait que les enfants ont du mal à pouvoir être intégrés comme ils le souhaitent dans le parcours classique des écoles, soit publiques, soit privées sous contrat. Est-ce que le hors-contrat, puisque c'est aussi ça, on appelle libre, indépendante, mais c'est aussi du hors-contrat, permet aussi peut-être une voie qui est plus inclusive pour ces enfants? Oui, là aussi, je pense qu'effectivement, ces écoles, elles ont leur souplesse pour eux, la possibilité, effectivement, d'accueillir. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses, dans l'inclusion, il y a beaucoup de choses. Il y a des élèves, effectivement, qui ont des handicaps qui sont très lourds. Donc là, l'école n'est pas toujours adaptée. En revanche, je pensais, par exemple, aux troubles des apprentissages, les troubles 10, dont on entend de plus en plus parler, et c'est heureux aujourd'hui. Effectivement, les petits effectifs permettent de proposer aux élèves des enseignements davantage personnalisés. Et donc ça, c'est une des forces aussi de ces écoles, en effet. Oui. Qui dit école hors contrat dit financement particulier. Est-ce que ce sont des écoles qui sont vraiment accessibles à tout le monde ? Alors, c'est un vrai sujet, et nous, à la Fondation, évidemment, on milite évidemment pour que ces écoles soient davantage accessibles, puisque, effectivement, elles n'ont aucun... leur coût est quand même moins élevé, finalement, que les autres écoles, mais évidemment, le coût en revient aux parents. Et donc, oui, les frais de scolarité... Précise, la scolarité d'un enfant classique, c'est 7 500 € à peu près, qui est donc prise en charge par l'État, et pour ce que vous voulez dire, en fait, pour une école dite, hors contrat, dite indépendante, c'est à peu près combien Et le coût est moins élevé. Alors, ça dépend évidemment des écoles, mais en tout cas, on sait que c'est moins élevé. Mais ça repose sur les parents, effectivement. Oui. Alors, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles libres, hors contrat, qui essayent de faire des efforts, donc avec notamment la mise en place, par exemple, de tarifs adaptés au quotient familial. Donc ça, c'est la première chose, des tarifs dégressifs pour les fratries, etc. Après, nous, on aimerait évidemment à la Fondation que les choses avancent sur ce sujet-là. Aujourd'hui, les écoles libres, elles ont interdiction de recevoir même des subventions locales. Donc nous, on aimerait que ce sujet-là puisse avancer, puisqu'elle représente souvent une planche de salut pour de nombreuses familles. Donc il y a plusieurs solutions qui existent. On peut penser, par exemple, à pour ceux qui payent des impôts, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais la défiscalisation de la scolarité, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, pour les organismes de soutien scolaire. On pourrait penser à des chèques éducation, comme ça se fait dans d'autres pays. Il y a tout un tas de solutions à imaginer. Et d'échanges justement à avoir lors de ce salon samedi, puisqu'il y aura à la fois effectivement des personnalités du monde de l'éducation, des éducateurs, des enseignants, j'imagine, des experts aussi de ce monde-là, pour pouvoir discuter de toutes les possibilités qu'offrent les écoles indépendantes.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, il y a quelques temps forts avec des fondateurs notamment d'écoles qui pourront apporter leur témoignage et puis peut-être essayer d'avoir des solutions pour rendre plus accessibles ces écoles. Je pense notamment, je le souligne quand même, à une table ronde qui est organisée samedi avec des écoles avec des projets pédagogiques forts et un ancrage territorial très marqué. Voilà, une table ronde avec plusieurs acteurs d'écoles qui sont très enracinés localement. Et on le sait, les écoles libres parfois ouvrent là où l'école publique ferme. Et donc, ce sera intéressant de voir un petit peu aussi comment elles arrivent à attirer les personnes autour d'elles dans des zones parfois rurales. Super, merci beaucoup en tout cas d'avoir été sur ce plateau, Anne-Françoise de Saint-Albin. Je rappelle que vous êtes directrice de la communication de la Fondation pour l'école et surtout vous êtes responsable de l'organisation de ce fameux salon qui aura lieu samedi 6 avril. Où sera ce... À l'Espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris. Voilà, à Paris. Et donc vous pouvez vous y rendre évidemment. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Loïc, c'est à vous pour votre chronique sur l'Italie, la mafia et les enfants justement qui peuvent être victimes de ce monde mafieux. Loïc, direction l'Italie, qui vient d'étendre un programme permettant de retirer les enfants des mafieux, les enfants de mafieux, à leur famille pour éviter qu'ils reproduisent le schéma de leurs parents. Eh oui, parce qu'en Italie, la mafia, ce n'est pas au cinéma, ce n'est pas dans les séries, c'est une réalité réelle, quotidienne, qui a déjà causé des dizaines de milliers de morts. Alors, entre mafia ennemis d'abord, évidemment, mais pire encore, des gens qui n'avaient rien demandé à personne. Selon un recensement publié en 2015 par le quotidien La Stampa, 1120 personnes innocentes, dont 125 femmes et 105 mineurs, ont été assassinées par la mafia italienne depuis 1861. C'est donc un vrai problème de société. Et effectivement, le gouvernement vient de frapper fort pour éviter que les enfants, et notamment les garçons, ne reproduisent le schéma de leur père. On va écouter les mots forts de la présidente de la commission parlementaire anti-mafia, Chiara Colosimo. C'était le 26 mars dernier lorsqu'elle annonçait justement l'extension de ce programme. Nous savons qu'il y a deux piliers qui soutiennent le crime organisé: l'argent et le lien familial. Sur l'argent, les mesures de prévention ont toujours donné des coups terribles au crime organisé. Ce qu'il manque, et avec ce protocole ça manquera de moins en moins, c'est de s'insérer dans les liens familiaux pour les briser. Des liens qui sont très forts et qui peuvent rendre ce monde impénétrable. Les différentes mafias pèsent sur les familles, qui peuvent donc décider de commencer une vie nouvelle, notamment les jeunes travailleurs du crime organisé. Les chiffres de cette commission sont éloquents. Mais ceux sur lesquels nous devons réfléchir, c'est lorsqu'on sait que dès 8 ans, on apprend à certains enfants à tirer avec une arme. Déjà, à 8 ans, certains d'entre eux vendent du crack. Ce programme s'appelle donc Libre de choisir et il date à la base de 2012. À l'initiative de cet homme, Roberto Di Bella, juge anti-mafia, qui était alors en poste en Calabre, terre de la très puissante 'Ndrangheta. Il fut le premier magistrat italien à prendre des mesures pour éloigner de leur clan les enfants de mafieux emprisonnés dans le but de casser ce cycle de la transmission, de la vengeance, parfois de la reprise des affaires de la famille par des adolescents ou de tout jeunes adultes. Un destin évidemment qui les éloigne de l'école. Et depuis 2012, ce sont 150 mineurs, seuls ou avec leur mère, qui ont pu être mis à l'abri dans des lieux tenus secrets, que ce soit des institutions religieuses ou des familles d'accueil un peu partout en Italie. Mais à l'époque, il a été traité de voleur d'enfants, Loïc. Eh bien oui, parce qu'il faut préciser que les mères de famille peuvent demander à bénéficier de ce programme, mais dans le cadre de l'emprisonnement des 2 parents mafieux, eh bien ces enfants sont éloignés de force de leur famille par décision de justice et souvent contre leur gré, mais pour leur bien évidemment. Depuis, en tout cas, ce programme a prouvé son efficacité et il y a quelques jours donc, il a été élargi à la région de Naples qui est tenue par la Camorra et à la Sicile qui est tenue, elle, par la Cosa Nostra. Une nouvelle victoire pour le ministre de la Justice italien. Il s'appelle Carlo Nordio. Il souligne l'importance de préserver les enfants du mauvais exemple de leurs parents.
Surtout, il convient de s'intéresser à l'éducation des familles. Le logiciel d'un potentiel criminel se forge, comme pour tout le monde d'ailleurs, dans les premières années de la vie. Mais il se forme d'abord au sein de la famille, parce que c'est lors des premières années de la vie que la structure mentale des enfants se façonne. Et alors ce programme fonctionne vraiment, Loïc ? Non seulement il fonctionne, mais il est en plus plébiscité par les mafieux eux-mêmes. Le juge Roberto Di Bella a récemment affirmé qu'il recevait des dizaines de lettres de pères emprisonnés qui le remercient d'avoir sauvé leurs enfants. Je le disais tout à l'heure, les femmes de mafieux aussi peuvent bénéficier de ce programme si elles se sentent en danger au quotidien avec leurs enfants ou si elles veulent offrir une autre vie, tout simplement, sans risque de représailles. Ça marche. Pour l'instant, ce sont des juges et des associations qui s'occupent de protéger ces enfants. Mais la prochaine étape pour le juge Di Bella, c'est que ce soit une loi qui passe, puisque la commission parlementaire contre le mafia aussi essaye de pousser pour faire officiellement passer ce programme dans la loi. Merci beaucoup Loïc, c'était très intéressant. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine son invité est le chef cuisinier Akram Benallal. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Akram Benallal. Bonjour Akram. Bonjour. Alors, tu es chef. Le grand public t'a découvert à partir de 2011, quand tu as ouvert ton premier restaurant, Akram, à Paris. Depuis, tu as obtenu plusieurs étoiles Michelin et ouvert de nombreuses adresses, et je ne savais pas, dans le monde entier. Notamment, tu as eu des établissements à Hong Kong, à Manille, à Bakou. Donc ça va plutôt bien pour toi, non ? Oui, enfin c'était surtout oui, ça va parce que j'ai toujours aimé ce que je fais, mais c'est vrai que les ouvertures que j'avais faites à l'époque c'était d'une manière très spontanée, finalement parce que j'avais une folie de vouloir expérimenter, de voir un peu ce qui m'attendait à l'étranger. C'était très intéressant et j'en tire à chaque fois des conclusions vraiment très intéressantes, même au niveau d'entrepreneuriat. Quand j'ai ouvert à Hong Kong, quand j'ai ouvert à Manille, j'ai ouvert à Shanghai, à Bakou, en Azerbaïdjan. Et j'apprenais beaucoup de ces pays-là qui m'ont ouvert l'esprit dans ma cuisine, dans ce que je fais, dans l'esprit d'équipe aussi. Donc voilà. Parce que quand tu as ouvert dans ces pays-là, tu t'adaptais à la nourriture locale ? On s'adaptait, on essayait de comprendre aussi. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y a un public souvent qui... Par exemple, ma première expérience a été d'ouvrir le restaurant à Hong Kong. Et quand je suis arrivé là-bas, finalement, je voyais que tous les clients qui venaient, ils ramenaient leurs bouteilles de vin. Donc, ils n'achetaient pas sur place. Donc, moi, je ne comprenais pas. Ou par exemple, en Chine... C'est une coutume. Oui, c'est une coutume. C'est-à-dire qu'il y a juste un droit de bouchon. Ils ont plein de très, très grands vins. Bon, c'était bien parce qu'ils partageaient avec moi, donc c'était intéressant. J'ai bu, je crois, tous les plus grands crus, je les ai bu là-bas. Mais voilà, donc il y avait ça. Et puis il y avait aussi autre chose, c'était très intéressant, c'est qu'ils venaient à chaque fois, quand le client venait, il se mettait à table, il buvait toujours de l'eau chaude. Vous voyez, de l'eau chaude. Donc ils se servaient de l'eau chaude, ils buvaient ça. Et j'aurais expliqué, mais pourquoi ? En fait, ils expliquaient que ça avait un rapport avec le corps, pour l'œsophage, pour se nourrir, pour ne pas avoir de peine dans l'estomac. C'est une habitude que tu as gardée ? Oui, alors, oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours démarrer avec une soupe. Voilà, les soupes, les consommer, avant de pouvoir prendre d'autres plats. Et c'est très intéressant de le faire. Je le fais de temps en temps, je ne le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que oui, c'est intéressant de le faire. Dans quelques mois auront lieu les JO 2024 à Paris et tu fais partie des chefs qui ont été choisis pour élaborer des menus. Oui, absolument. Je suis très fier, très honoré. Qui vont être proposés aux athlètes. Qui vont être proposés aux athlètes. On sera dans le village olympique. Donc, d'une, c'est super. C'est une expérience qui va être incroyable. Et bien évidemment, mois d'août, je resterai à Paris. Mes restaurants seront ouverts. Et je suis très content parce que j'adore Paris au mois d'août. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça a été de comprendre ce projet qui a été réfléchi depuis 4 ans, quand il y a eu l'appel d'offres qui a été fait. On était venu me voir, c'était Sodexo Live qui répondait à l'appel d'offres. Et donc, c'était aussi de montrer que les chefs font partie en fait, de
des athlètes. Et aussi, c'est de montrer au monde entier que la gastronomie fait partie du patrimoine. Donc ça fait voilà. Et donc ça a été de travailler sur les recettes. Comment justement tu prépares des menus pour des athlètes? Les menus avec les athlètes, ça a été fait d'abord. Ce qui est bien, c'est que Sodexo, eux, ils font beaucoup de volume. Il y aura quasiment 25 000 repas qui seront servis par jour. Donc ce qui est énorme. Et à côté de ça, on a créé un espace, un petit restaurant qui va être pour les athlètes aussi, où ils pourront venir sur place pour déguster d'autres choses un peu plus sophistiquées, un peu plus travaillées. C'est aussi pour leur montrer que voilà, on a pensé à vous si vous voulez découvrir la cuisine parisienne. Il n'y a pas le droit de faire quelque chose de calorique. Alors si, figure-toi que si. Alors c'est aussi étrange que ça peut paraître, ils ont besoin de se nourrir. C'est-à-dire que de viande, de choses, bien évidemment pas trop grasses, mais ce qui pour moi est intéressant, c'est que on a travaillé sur cette réflexion. Je me suis dit, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir travailler comme produit qui va les intriguer, les intéresser. Donc on a travaillé le quinoa, qui est fait dans la région centre, à côté d'Orléans. C'est un couple qui fabrique ça, donc tu vois, donc il y a toute une réflexion aussi de produits qui vont venir à 200 km autour de Paris. Voilà. Ça, c'est tout bon, c'est calé, c'est fini. Les projets dans les prochains mois? Les prochains mois, là, récemment, on a ouvert le Raphaël Hôtel, qui avait entièrement été refait en restauration. On ouvre le 15 avril la terrasse. Super terrasse avec vue sur la Tour Eiffel. Terrasse, franchement, c'est l'une des meilleures terrasses, je dirais, de Paris. Après, il y a beaucoup à l'étranger aussi. On ouvre Koweït fin d'année. Il y aura aussi Dubaï fin d'année et l'Arabie Saoudite l'année prochaine. Voilà. T'es débordé? Non, ça va, j'ai pas l'air, non, ça va. T'as l'air cool. Ouais, parce qu'en fait, j'ai la chance d'être très très bien entouré. Ça m'a pris beaucoup d'années parce que l'entourage est très important. Moi, j'essaye de faire en sorte que mes équipes soient vraiment partie prenante de tous mes projets, qu'ils puissent y participer, voyager, aller à ma place, parce que moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai une confiance vraiment... Tu délègues beaucoup, alors? Je délègue, ouais. Parce que déléguer, tu ne peux pas faire ce métier si tu ne délègues pas. Tu ne peux pas te développer si tu ne délègues pas. Et je pense que quand on est chef, après on devient leader, après on devient leadership, mais le leadership, c'est celui qui t'embarque, c'est celui qui t'emmène dans des projets. C'est-à-dire que moi, avec mes équipes, demain, je leur dis, je fais un restaurant sur la Lune, ils vont suivre, quoi. Même si ça paraît fou, mais les plus belles idées, c'est d'embarquer avec toi les personnes qui croient en toi. Et c'est vrai que voilà, donc c'est formidable de pouvoir participer avec eux sur ces nouveaux projets. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Akram Benallal pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Diane de Navassel de Coubertin, présidente de la commission culture et héritage de l'ISF et représentante de l'Union nationale du sport scolaire. Diane, je voudrais commencer avec vous, si vous le voulez bien. Vous l'avez dit, vous êtes donc la descendante de Pierre de Coubertin, qu'on ne présente plus, fondateur notamment des Jeux Olympiques modernes, qui a, il faut le dire aussi, particulièrement milité à l'époque pour l'introduction du sport dans les écoles françaises. Sacré héritage personnel et familial. Diane, qu'est-ce que ça représente pour vous, ces nouveaux Jeux Olympiques à Paris cette fois-ci? C'est surtout une fête et une joie énorme de pouvoir vivre ça dans notre pays. Et puis avec une synchronicité qui est assez extraordinaire parce qu'en 1924, c'était les derniers Jeux que Pierre a vécu en tant que président du CIO à Paris, en France. Il les a fait revenir, il les avait fait venir une première fois en 1900. Et donc c'est la troisième fois qu'on va les recevoir. Mais peut-être plus important encore, c'est le 130e anniversaire de la naissance des Jeux Olympiques. Pierre a fait un discours le 23 juin 1894 à la Sorbonne. Et c'est ce discours qui va officiellement rétablir les Jeux Olympiques. Donc c'est une synchronicité complètement incroyable. Et je pense que c'est aussi une chance énorme. C'était il y a 100 ans la dernière fois qu'on avait les Jeux en France quand même. Donc voilà, j'espère que ce sera une fête merveilleuse pour tout le monde. Une occasion extraordinaire de rencontrer des athlètes incroyables du monde entier, dans tous les sports. Enfin voilà, moi je suis très excitée, j'ai hâte et je trouve ça génial.
qui dépend du CNOSF, à savoir les comités régionaux, les comités départementaux, les comités territoriaux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées en local. Moi, je sais que j'ai assisté à une réunion pendant 2 heures où la gendarmerie, la police nationale, le ministère étaient présents pour nous éduquer, nous sensibiliser à la prévention contre les violences sexuelles, notamment dans le monde du sport. Et pour prévenir comment on réagit quand un enfant vient nous voir dans un club en disant voilà, nous on a eu quelques exemples, mon papy me fait ceci, me fait cela, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que il y a des éducateurs qui ont des comportements anormaux, déviants, mais ça se situe aussi dans le milieu familial, et c'est bien si on arrive par un club à détecter ce genre de choses pour éviter que ces pauvres victimes restent des victimes en fait. Donc on va ça aller touche même aussi bien les plus petits loin. garçons Voilà. que les petites filles. Oui, tout à fait. Alors là, pour le coup... Et les agresseurs prédateurs sont des éducateurs, mais aussi il peut y avoir des dirigeants, il peut y avoir des entraîneurs, des membres de l'encadrement. Il n'y a pas de profil type. Non, en fait, il n'y a pas de profil type. Et d'ailleurs, nous parlions la difficulté de... Oui, absolument, d'où la difficulté. Syndrome qui n'est ni une tare ni une maladie, expliquez-vous. Exactement. Pourtant, il vous arrive de dire ou de penser « je ne guérirai jamais ». Oui, parce que dans le cadre d'une société, quand on souffre beaucoup et qu'ensuite on a des réactions de souffrance, de colère vis-à-vis de cette société qui nous comprend pas et qui nous accepte pas et qui ne capitalise pas sur nos capacités, nos possibilités, nos facultés, etc. Forcément, il y a de la rancœur, de la rengaine, et après, forcément, on est excessivement nerveux et ça nous rend triste, malheureux, un peu parfois. On est déconnecté de la réalité, on devient littéralement fou. Moi, pour ma part, quand je suis dans des phases dépressives, surtout quand on est dans des phases dépressives, j'ai justement, je suis beaucoup touché par la situation ambiante, et du coup, je fais preuve d'une certaine violence qui est endémique à une personne autiste, en l'occurrence, qui ne parvient pas à s'épanouir dans cet élément, qui ne parvient pas à s'épanouir dans sa vie, qui tente d'exister mais qui n'y arrive pas, et justement dont l'intégration et l'adaptation dans cette société n'est pas maximale. Alex, d'abord, Alex, il faut commencer par vous féliciter quand même pour cette nouvelle sélection aux Jeux paralympiques en natation. Vous multipliez, Alex, depuis des années déjà les médailles d'or, d'argent aussi, au championnat du monde de natation, et puis une médaille d'argent notamment aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que ça représente pour vous, cette nouvelle sélection à Paris ? Merci beaucoup pour vos félicitations. Effectivement, le fait d'être déjà qualifié, ça représente beaucoup parce que ça permet de vivre une saison beaucoup plus sereinement que si j'avais dû chercher une qualification au dernier moment. Donc du coup là, cette saison, j'ai la chance de pouvoir me préparer plus sereinement, et c'est une grande chance. Je considère que c'est un grand honneur de pouvoir participer aux Jeux à la maison. Pas tout le monde a la chance de pouvoir le faire et de le vivre. Tous les sportifs en rêvent, et moi j'ai la chance de pouvoir le faire. En plus, quand je suis dans la tranche d'âge où je performe et j'ai la possibilité de faire de belles choses. Donc je suis vraiment content de pouvoir prendre du plaisir et justement profiter au maximum tous les jours de m'entraîner pour essayer d'aller chercher le maximum de performances. Et voilà, je sais que je vais en profiter à fond devant le public français cet été, et que je ferai de mon mieux pour rien regretter après les Jeux, et j'espère qu'ils se passeront magnifiquement. Catherine, c'est un bon outil pour lutter, cette cellule ? Ah oui, cet outil a le mérite d'exister, et c'est important. Simplement, ça n'est pas suffisant. C'est ça le problème. Et puis en plus, dans le développement, c'est pas le moment on n'a pas le temps d'expliquer, mais en fait, il manque un certain nombre de paramètres pour justement que les effets soient efficaces partout sur le territoire français. En même temps, encore une fois, soyons constructifs, soyons positifs. Cette cellule a le mérite d'exister, mais il faut d'autres mesures. Mais heureusement, vous rencontrez une infirmière scolaire extraordinaire. Catherine. C'est le moment de l'hommage. Oui, c'est l'hommage. Je remercie cette infirmière qui a été très présente dans ma fin de scolarité au lycée. Ce que vous racontez, vous arrivez au lycée et elle dit tout de suite, elle dit à vos parents, vous en faites pas, je sais ce que c'est. Oui. Je vais m'occuper de lui, et voilà. Oui, parce que alors que les autres étaient quand même plutôt... justement parce qu'elle a une certaine
connaissance de l'autisme de par certains membres de sa famille. Donc forcément, il était très appréciable d'entendre dire que elle ferait son maximum pour me faciliter la vie au quotidien dans le cadre des cours au lycée. En l'occurrence, le fait d'être dans une période de dépression intense consécutive à mon arrivée en métropole, je suis arrivé en cours d'année, en plus c'était l'hiver, il faisait très froid, il neigeait, j'étais dans un nouvel établissement avec de nouveaux professeurs, nouveaux élèves, etc. Et la nouveauté, c'est quelque chose de compliqué quand on est neuroatypique. Voilà, c'est difficile à supporter, et puis je venais d'avoir mon diagnostic aussi, donc ça se découpait assez mal, on va dire, mais évidemment j'ai eu l'aide ô combien précieuse de cette infirmière qui m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup accueilli. Donc. Voilà, c'est ça, exactement. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à la réalisation aujourd'hui. C'est Xavier Sanchez, le son c'est Héloïse Merlin, le maquillage Emma Razafindra-Lambeau, et puis Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Un petit merci spécial aussi à Roxane Sarfati aujourd'hui. Et merci à vous Loïc. Avec plaisir. Toujours de votre présence. Et à demain. Cette inspiration et de ces informations sur effectivement ce programme né en Italie pour protéger les enfants des familles mafieuses. Merci, on se retrouve demain. Bonne soirée à tous. Ciao.